abordons en introduction les généralités sur les responsabilités. Avant de commencer ce module, j'attire votre attention sur le fait qu'en matière de responsabilité, la jurisprudence joue un rôle capital pour appliquer les textes et principes généraux. Les exemples que nous allons évoquer dans cette formation sont tous issus de la jurisprudence. La portée de la jurisprudence est différente selon la nature du tribunal qui rend la décision. Retenons que généralement, les décisions rendues par la Cour de cassation ont une portée plus importante. Précision faite, voyons tout d'abord la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité civile. C'est parti. Quelle distinction pouvons-nous faire entre responsabilité pénale et responsabilité civile? Tout d'abord, la responsabilité pénale. Lorsqu'une personne commet une infraction à une règle de droit, elle engage sa responsabilité pénale, laquelle se traduira par une peine. Mais qu'est-ce qu'une infraction? Eh bien, il s'agit de tout acte expressément interdit par la loi. On distingue différentes catégories d'infractions selon la gravité de celle-ci. Il y a la contravention, le délit ou le crime. Selon la qualification de l'infraction, la peine ira de la simple contravention à de l'emprisonnement. Maintenant, faisons un zoom sur la responsabilité civile. La responsabilité civile a pour objet de réparer un dommage causé à autrui. Prenons un exemple tiré de la jurisprudence. Le propriétaire d'un chien qui attaque un individu dans la rue et le blesse engage sa responsabilité civile à l'égard de cet individu. Il devra réparer le dommage corporel subi par l'individu en question. Quel est l'intérêt de la distinction pour les assureurs? Même s'il n'y a pas de texte interdisant expressément aux assureurs de prendre en charge les condamnations pénales, l'ensemble de la doctrine s'accorde pour affirmer que les conséquences de la responsabilité pénale ne peuvent pas être couvertes par une assurance. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que la peine doit s'appliquer aux coupables pour ne pas mettre en péril l'ordre public. À l'inverse, les conséquences de la responsabilité civile sont assurables. En revanche, les conséquences civiles d'une infraction pénale sont assurables, sauf si l'infraction est une faute intentionnelle. Prenons là encore un exemple. Un chirurgien commet une faute entraînant le décès de son patient. Il peut être condamné pénalement pour homicide involontaire, c'est non assurable, et civilement pour les préjudices subis par les héritiers du patient décédé, et là, c'est assurable. Maintenant que nous avons compris la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile, étudions ensemble les conditions de la responsabilité civile. 3 conditions doivent être réunies pour que la responsabilité civile d'un individu soit engagée. Première condition, un dommage ou un préjudice. Deuxième condition, un fait dommageable. Et troisième condition, un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage. Et justement, qu'est-ce que le dommage? Un dommage peut être corporel, matériel ou moral. Commençons par le dommage corporel. De quoi s'agit-il? Comment le déterminer et l'évaluer? Le dommage corporel est celui qui atteint l'intégrité physique ou psychique de la victime. Pour évaluer le préjudice, une expertise médicale doit être réalisée. C'est sur cette base que les préjudices seront déterminés puis évalués. Pour déterminer le préjudice corporel, l'expertise médicale va pouvoir se baser sur la nomenclature d'un TIAC. De quoi s'agit-il? Cette nomenclature, qui a vu le jour en 2005, définit les différents postes de préjudice indemnisables à la suite d'un dommage corporel. Cette nomenclature est utilisée par la jurisprudence, mais elle n'est pas limitative et le juge n'est pas tenu par celle-ci. Elle distingue les préjudices patrimoniaux, ce qui affecte le patrimoine de la victime, comme par exemple des dépenses de santé, des préjudices extra-patrimoniaux qui sont dépourvus en somme de toute incidence patrimoniale. Il s'agit par exemple du préjudice esthétique, des souffrances endurées, etc. Pour évaluer le préjudice corporel, il n'existe pas de barème d'indemnisation unique, mais des référentiels. Il en existe plusieurs, dont celui élaboré par M. Mornay, conseiller à la Cour de cassation. Aucun barème ne lie le juge. Précisons à présent ce qu'est le dommage matériel. Le dommage matériel atteint les biens de la victime ou affecte son patrimoine.
Les dommages qui touchent les animaux sont considérés comme des préjudices matériels. Ceci est d'ailleurs encadré par le Code civil. À présent, abordons ce qu'est précisément le dommage moral. Le préjudice moral ou dommage moral est la plupart du temps une conséquence d'un préjudice corporel. Il existe plusieurs types de préjudices moraux recensés par la nomenclature d'Intillac dont nous venons de parler, et notamment le préjudice d'établissement. En clair, c'est la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie en raison de la gravité d'un handicap. Il y a également le préjudice esthétique, une cicatrice, une mutilation. Le praesium doloris, en somme les souffrances physiques de la victime. Parfois, le préjudice moral peut être la conséquence d'un dommage matériel. Les tribunaux peuvent allouer des dommages et intérêts destinés à compenser la valeur sentimentale pour la perte éprouvée à la suite de la disparition d'un objet ou d'un animal. Qu'est-ce que le fait dommageable ? Le fait dommageable est l'événement qui a causé le dommage. Il peut s'agir d'une faute, c'est-à-dire un acte contraire au droit, lequel peut être un acte positif, en somme volontaire, ou une abstention, donc une négligence, comme par exemple une personne qui s'abstiendrait d'entretenir son appartement. En matière de responsabilité civile, peu importe la gravité de la faute, que celle-ci soit légère ou grave, la victime aura droit à la réparation intégrale de son préjudice, sauf si cette dernière a elle-même commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. D'un simple fait, dans certains cas, il n'est pas nécessaire de prouver une faute. C'est le cas par exemple pour les parents qui sont présumés responsables des dommages causés par leur enfant. Il n'y aura pas besoin de prouver la faute de l'enfant ni du parent. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le lien de causalité. La responsabilité n'est engagée que s'il y a un lien entre le dommage et le fait dommageable. Le lien de causalité doit être direct et certain. Certains magistrats appliquent la théorie de l'équivalence. Certes, mais de quoi s'agit-il ? Cette théorie consiste à considérer que tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus de manière équivalente, sans hiérarchie. Citons un exemple issu de la jurisprudence. À la suite d'une blessure occasionnée par un accident de la circulation, une victime a dû subir une intervention chirurgicale qui l'a rendue aveugle. Selon la Cour de cassation, il y a une relation de cause à effet entre l'accident et la cécité, car l'opération a été rendue nécessaire par l'accident. Quand bien même les conditions seraient remplies, il y a des cas où l'auteur du dommage peut s'exonérer de sa responsabilité. Je vous propose maintenant d'étudier les cas d'exonération en matière de responsabilité civile. Lors de la survenance de certains événements, le responsable peut dégager sa responsabilité. Oui, mais quels sont ces événements ? Ils sont de trois types. D'abord, le cas de force majeure. Il s'agit d'un événement imprévisible et irrésistible. Prenons l'exemple de la foudre. Ensuite, il y a le fait de la victime. Une exonération totale de la personne mise en cause peut avoir lieu si la faute de la victime revêt les caractéristiques de la force majeure. Puis, une exonération totale de la personne mise en cause peut être prononcée si la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation du dommage. L'exonération sera alors proportionnelle à la gravité de la faute commise par la victime. Enfin, le fait du tiers. Tout comme le fait de la victime, le fait du tiers n'est exonératoire que s'il présente les caractères de la force majeure. Si le tiers a contribué à la réalisation du dommage, le responsable pourra exercer un recours contre lui pour obtenir le remboursement d'une partie qu'il a versée. Après avoir détaillé ensemble la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité civile, je vous propose de voir ensemble à présent la distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile extra-contractuelle. Focus pour commencer sur la responsabilité civile contractuelle. La responsabilité civile est dite contractuelle dès lors que le dommage causé par l'une des parties au contrat à son co-contractant résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat. Condition essentielle, la victime et le responsable doivent être des parties au contrat. Ensuite, faisons un zoom sur la responsabilité civile extra-contractuelle. En préambule, une précision est importante à apporter.
Avant l'ordonnance de 2016, la responsabilité extra-contractuelle s'appelait responsabilité quasi-délictuelle, de sorte que ce terme figure dans certaines jurisprudences. La responsabilité civile extra-contractuelle prévue aux articles 1240 et les suivants du Code civil est dite extra-contractuelle lorsqu'il n'y a pas de contrat entre la victime et l'auteur du dommage, ou quand il y a un contrat, mais que le dommage ne résulte pas de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de celui-ci. Quel est l'intérêt de distinguer la responsabilité contractuelle de la responsabilité extra-contractuelle ? En effet, la distinction est importante, car les règles applicables à l'une ou l'autre des catégories diffèrent et différents principes en découlent. Tout d'abord, le principe de non-cumul. Les responsabilités les responsabilités contractuelles et extra-contractuelles ne peuvent se cumuler et la victime ne peut choisir le fondement de son action. Cela implique que s'il existe un contrat entre l'auteur du dommage et la victime et que le dommage résulte de l'inexécution contractuelle, cette dernière ne peut agir que sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Ensuite, il y a la prescription. Il s'agit du délai minimum dans lequel la victime peut agir en justice. Avant 2008, le délai différait selon que le fondement était la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Désormais, le Code civil prévoit que les actions se prescrivent par 5 ans d'une manière générale ou 10 ans à partir de la consolidation pour les dommages corporels. Néanmoins, la distinction entre la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle a parfois encore un intérêt en matière de prescription lorsque le contrat prévoit un délai de prescription différent de celui prévu par le droit commun. Enfin, l'application de la distinction en assurance. Certains contrats d'assurance de responsabilité civile garantissent la responsabilité contractuelle et non la responsabilité civile extra-contractuelle et vice-versa. En plus de la responsabilité civile, de la responsabilité pénale, de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle, il existe également des régimes de responsabilité autonome. Nous allons en étudier quelques-uns. Les régimes de responsabilité autonome. Focus sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, prévoit un régime d'indemnisation spécifique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dès lors qu'il y a un accident de la circulation, la loi Badinter doit s'appliquer. Il s'agit d'un régime exclusif. Il existe une exception s'agissant des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Les passagers des chemins de fer et tramways doivent demander la réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. La réparation du préjudice écologique. D'abord reconnue par la jurisprudence dans l'affaire Erika en 2012, pour ceux qui s'en souviennent, il s'agit du nom du navire citerne ayant provoqué une marée noire sur plusieurs centaines de kilomètres de côte. C'est finalement une loi publiée en 2016 qui prévoit que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Il existe également d'autres types de régimes de responsabilité autonome comme la responsabilité du fait des produits défectueux. Eh bien, venons-y. La responsabilité du fait des produits défectueux. Les règles sur la responsabilité du fait des produits défectueux sont issues d'une directive européenne de 1988, transposée en droit français aux articles 1245 et suivants du Code civil. L'étude approfondie de cette responsabilité fait l'objet d'un module spécifique. Cette première partie nous a permis d'exposer quelques généralités sur les différents types de responsabilités. Dans les sections suivantes, nous allons détailler plus en détail la responsabilité civile extra-contractuelle et contractuelle.